On va parler de cohabitation de PHP avec Node.js. J'ai envie de dire le verre est dans le fruit peut-être. L'année dernière, François avait fait une conf sur Node.js. Aujourd'hui, c'est dans l'auditorium. Voilà, peut-être un signe avant-coureur, mais on verra ça plus tard. Ça, c'est la une du journal Le Monde, la une qui est sortie le 6 octobre, du daté 7 octobre. Et pour vous, sans doute, c'est une d'un journal comme un autre. Pour les équipes du Monde Interactif, c'est une qui est extraordinaire. Extraordinaire parce qu'en fait, elle a été produite avec un CMS qu'on a développé en interne. Et donc, ce quotidien a été écrit dans ce CMS. C'est un CMS qui a été développé avec AngularJS, avec Node.js, avec du Postgres, j'y reviendrai aussi. Voilà, et c'est pour nous... C'était pour nous un beau projet qui est encore en train qui est toujours vivant. Voilà, et donc cette conf, c'est l'histoire de ce projet. Alors, qui sommes-nous? Le Monde Interactif, c'est la filiale numérique du Monde. Je vais passer un peu vite là-dessus, je suis sûr que ça intéresse à peu près personne. On a été créé en 98, voilà, donc ça fait quelques années qu'on est là. On s'occupe du site web lemonde.fr, mais également des applications mobiles et tablettes. Vous êtes peut-être utilisateur de nos produits. Moi, j'aime bien dire que c'est important de maîtriser la technique pour maîtriser le produit, pour maîtriser une roadmap. Il n'y a pas de secret, en fait, il faut aussi maîtriser la technique. Et c'est le positionnement du Monde Interactif depuis le début. Au niveau équipe, on est 11 développeurs PHP, 8 développeurs web, Angular, Node, 10 développeurs iOS, Android, 4 développeurs web généralistes, 3 ops, parce que maîtriser la technique, c'est aussi maîtriser l'hébergement. Une intégratrice et 4 managers dont je fais partie. Voilà, et le monde.fr, c'est 500 à 600 millions de pages vues par mois, avec la certification OJD. Pour ceux qui connaissent, voilà, 141 000 abonnés numériques, parce qu'on a une édition abonnée qui est payante. En pic, c'est 150 000 utilisateurs en simultané. Les pics, c'est évidemment voilà, les soirs d'élection, c'est des événements majeurs au niveau actualité. Notre stack front, Linux, HAProxy, Apache, PHP, un framework maison, un micro-framework, je précise, Redis, Oracle, et une nouvelle stack qu'on a mise en place sur le CMS, Linux, toujours HAProxy, vous pouvez y aller les yeux fermés, Node.js, Express comme micro-framework, AngularJS, Redis et PostgreSQL. On va y revenir. Node.js. Est-ce que tout le monde connaît Node.js à peu près? Je vais faire quelques rappels. C'est une techno qui a été inventée en 2009, donc qui finalement a quand même quelques années. On a communément, voilà, on dit communément c'est JavaScript côté serveur, c'est le cas. V8, le moteur d'exécution de JavaScript développé par Google pour son navigateur, LibUV. C'est avant tout de la programmation événementielle et un écosystème qui se développe fortement, on y reviendra aussi. Voilà, et puis des références importantes dans le monde qui sont en prod. Là, je parle de références en production, bien sûr. Donc Groupon, Uber, PayPal, LinkedIn, Walmart et d'autres. Walmart, c'est le carrefour américain. Donc quand Walmart migre son site mobile sur du Node.js, derrière, c'est un chiffre d'affaires à la clé qui est évidemment énorme. Deux principaux usages du scripting. On n'en parlera pas tellement aujourd'hui, mais enfin c'est bon, c'est toujours bon de le rappeler. Si dans votre boîte à outils vous avez Bower, Grunt, Gulp, Hyacinth, évidemment voilà, ce sont des outils qui ont été développés avec Node.js. Voilà, et puis il y a du développement de serveurs, et là on va s'y attarder un peu plus. De la même manière, si vous utilisez StatsD pour parler avec un graphite et stocker des métriques, ou bien si vous avez déjà entendu parler de cette façon de stocker des métriques, que je vous recommande fortement par ailleurs, c'est du Node.js.
Voilà, bon. C'est le Hello World qu'on a tous appris en cours, quand on a fait du C, du Turbo Pascal, du tout ce que vous voulez. Le Hello World en Node.js, c'est ça, c'est un serveur HTTP qui retourne un code de statut 200, un content type textplain qui indique que voilà, la réponse est simplement du texte et qui affiche un Hello World. Voilà, donc vous avez un bout de code que vous lancez en utilisant l'interpréteur Node qui affiche sur la console un message et qu'ensuite vous faites une requête HTTP dessus, ça vous renvoie Hello World. Au passage, là j'ai indiqué curl, mais parce que voilà, c'est le vénérable curl, mais je vous conseille d'utiliser HTTP-Py, qui est un super outil qui fait de la coloration syntaxique, qui affiche voilà, des entêtes, du JSON avec une coloration syntaxique, c'est assez pratique. Curl est déjà dépassé. Node.js au monde.fr, c'est un premier acte qui a été la refonte de nos alertes sur mobile. À l'époque, c'était les iPhones. C'était il y a quelques années. On est en 2012, voilà, c'est notre premier contact avec Node.js. On a déjà des pushs sur mobile qui fonctionnent, qu'on avait développé à l'époque en PHP. Mais on avait besoin de redévelopper cette partie parce que on avait des problèmes de performance sur ces envois et on avait envie d'avoir un délai d'envoi qui était très court. Il y a on va dire une petite compétition parmi les sites d'information, c'est voilà, d'être le premier sur ces alertes. Parce que s'il y a plusieurs applications installées sur vos téléphones, c'est généralement la première alerte qui gagne, c'est la première application qui va être ouverte. Donc on avait envie d'arriver avant le Figaro, avant tous les autres. Donc voilà, c'est le délai d'envoi court. On avait un autre challenge qui était qu'on avait beaucoup de devices enregistrés. C'était plus d'1 million de devices enregistrés dans nos bases de données, donc 1 million de push notifications envoyées. Si vous le faites avec une approche, on va dire, un peu naïve, qui a été la nôtre pendant quelques années, avec PHP, en faisant ça en série, ça marche, oui, ça marche, mais c'est très long. Avec Node.js, on peut paralléliser les envois, on peut paralléliser les communications avec les serveurs Apple, et ça fonctionne très bien. Bon, au passage, j'ai précisé, là, on avait un time to market assez court, parce que voilà, on avait la contrainte de la présidentielle, on a essayé de reculer la date du vote, on n'a pas réussi. Et ça a marché, on a été super contents, on a réussi à développer ce serveur en fait. Là, je vais pas détailler son fonctionnement, mais on a redéveloppé cette partie-là, ça a bien fonctionné. C'était notre premier contact avec Node et qui était plutôt positif. Le deuxième acte, c'est la refonte de nos CMS. Voilà, c'est la fameuse une dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on est deuxième trimestre 2012. On fait le constat qu'on a des outils en interne qui sont vraiment vétustes. Il y a très longtemps, j'avais parlé de ce qu'on avait mis en place au monde.fr. C'était un back-office sous Xul. On était super contents de Xul, c'est une super belle techno. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'utilisateurs de Xul, c'est pas arrivé. Mais voilà, on a fait ce constat-là. Par ailleurs, sur le papier, également le constat d'outils qui étaient vétustes. On avait un autre challenge qui était de pouvoir rapprocher les rédactions du numérique et du print, qui sont encore séparées. Elles se rapprochent de plus en plus. Et mettre en place un outil unique, c'était un moyen pour faciliter ce rapprochement. Voilà, et puis généralement des performances améliorées sur les différents canaux, que ce soit le print, le numérique, etc. Et donc on a lancé un projet de modernisation. Voilà, on est en Q3 2012, on visite nos confrères, on fait une étude des technos du marché, on fait des POC, on POC une solution en interne aussi. Voilà, et puis un choix qui se fait au début de l'année 2013. Encore une fois, pour maîtriser la technologie, ça nous paraît important, parce qu'on avait déjà des compétences en interne, on avait déjà développé le CMS utilisé sur le monde.fr. Et puis les solutions du marché étaient surtout en retard, même très en retard. Donc le principe qui a été retenu, c'est celui d'un outil de saisie unique pour tous les journalistes,
que ce soit des journalistes du quotidien, du print, du papier, ou bien les journalistes du monde.fr qui eux écrivent plutôt pour le site. Comme je l'ai dit, donc un CMS numérique développé en interne, et puis également un outil print commercial pour la mise en page du quotidien papier, parce que nous, au Monde Interactif, on n'avait pas vocation à redévelopper un CMS print. Faire de la mise en page au micron près sur une page, ça ne nous intéressait pas beaucoup, et puis on n'avait pas vraiment les compétences pour ça. Voilà, donc on a quand même fait le choix pour reproduire ce journal, en tout cas pour la mise en page, de s'appuyer sur un outil du marché. Voilà, et donc on démarre notre projet en juin 2013 avec le choix d'une architecture SPA. On a réfléchi très fort. On s'est dit quand même ce serait pas mal d'avoir une archi SPA, voilà, donc une single page application. D'autres choix qui sont effectués, le choix d'AngularJS comme framework, le choix de Node.js, mais j'y reviendrai, PostgreSQL pour la base de données, GitHub pour héberger nos sources, voilà, un workflow par pull request, plein de choses. Et un début de développement avec une approche qui était au départ développer un MVP pour également recueillir du feedback de nos utilisateurs, les journalistes, le plus tôt possible. Voilà, j'avance sur notre projet. Au 24 octobre, on est aujourd'hui. Voilà, donc on a le jalon dont on a parlé, cette fameuse une, d'autres à venir sur le numérique, blablabla, des trucs super cool. Mais vraiment, je veux dire, voilà, on utilise l'agile, ça fonctionne au passage. La conception itérative, ça fonctionne aussi. Je vous le conseille, c'est pas l'objet de la conf, mais en vrai ça marche, y compris sur des gros projets, sur des projets qui sont critiques. Voilà, un rapide bilan. Pourquoi le choix de Node.js? Ça c'est le pourquoi du titre de la conf. Tout simplement parce que c'était intéressant dans le cas d'une SPA d'avoir le même paradigme de développement, qu'on soit côté client ou bien côté serveur. Là je parle de programmation événementielle. Et encore plus fortement, c'était intéressant d'avoir le même langage qui soit utilisé côté client et côté serveur, plutôt qu'une approche où on aurait eu côté client du JavaScript et côté serveur du PHP, à partir du moment où c'était les mêmes développeurs qui travaillaient parfois côté client, parfois côté serveur. C'était intéressant au niveau de leur concentration, de ne pas avoir à switcher d'un langage à un autre, d'un écosystème à un autre, etc. Et de devoir changer leur réflexe plusieurs fois par jour. On savait qu'on allait utiliser de toute façon Node.js, parce qu'on avait validé l'utilisation de Node.js en interne, pour certaines parties du CMS, des parties qui nécessitent du temps réel. Donc voilà, ce sont des notifications pour afficher des pop-ins dans l'outil, des notions de collaboratif pour s'assurer que tous les journalistes, s'ils sont en train de travailler sur le même article, ou en tout cas d'un côté écrire et de l'autre visualiser, et des mises à jour en temps réel ou quasi temps réel. Voilà, ou bien des fonctionnalités de chat. Node.js est un bon outil pour faire du temps réel, avec évidemment des WebSockets derrière. Et on savait qu'on allait l'utiliser. Finalement, on s'est dit pourquoi ne pas l'utiliser finalement pour toute la stack côté serveur. Par ailleurs, c'est une excellente techno évidemment pour fabriquer une API. Une API, c'est rien de plus que finalement une couche d'accès à des données, un serveur et puis du JSON pour les présenter. Et évidemment, le support de JSON dans JavaScript est plus qu'honorable. Voilà, et puis donc on avait des compétences en interne. Au passage, utiliser une techno comme Node.js en 2013 ou même avant, ça permet d'attirer des talents. Quel bilan faire de notre utilisation de Node.js sur ce projet? La promesse est tenue. Pour les développeurs, voilà, on reste dans le flow. Il y a une page sur Wikipédia en français sur le flow que je vous conseille de lire. Également, la promesse du JS partout est tenue, que ce soit client, serveur. Alors nous, on l'a pas mis en place côté base de données, quoique on stocke du JSON dans Postgres, mais je veux dire par là qu'on n'a pas de MongoDB.
Voilà, sur le déploiement, c'est également du JavaScript. On a publié des choses sur notre GitHub, sur nos modules publics, bien sûr. Voilà, et puis pour les tests, ce sont également des outils en JavaScript. On a partagé quelques librairies entre les clients et le serveur. Ça, c'est le genre d'argument qu'on met très en avant quand on doit vendre Node.js. En vrai, le partage, il est pas fou. Ce sont vraiment juste quelques petites librairies, mais ça reste intéressant parce que finalement, une fois qu'on sait très bien utiliser Lodash, une fois qu'on sait très bien utiliser Moment, on n'a pas besoin de réapprendre une API. Voilà, on a les signatures des méthodes en tête et on n'a pas besoin d'aller regarder dans la doc. On code et encore une fois qu'on soit client ou côté serveur. Node.js c'est également un excellent packager qui a inspiré des packagers d'autres mondes que le monde de Node, hein, c'est NPM. Une approche dans la communauté qui est de mettre en place des modules qui sont très simples et qui font qu'une seule chose, mais qui le fait très bien. Ça doit vous rappeler la philosophie Unix, qui au passage rappelle qu'il faut que ces modules communiquent très bien entre eux. La philosophie Unix, souvent on dit, sont des petites choses qui sont très simples et qui font une seule chose, mais qui le font très bien. Il y a un deuxième aspect, c'est que ces outils doivent très bien communiquer entre eux, et c'est le pipe sous Unix. Voilà, le point fort, c'est également la stabilité. En fait, on s'est rendu compte que d'une manière ou d'une autre, sur les changements de version, on n'a jamais eu aucun crash lié à Node, même si on est en 0.10, quelque chose, c'est stable. Un déploiement très très simple, ça c'est ce qui nous a, on va dire, étonné par rapport à PHP. Là, le déploiement se fait avec un outil qui s'appelle NVM, qui simplement télécharge un binaire, qui l'installe, qui fournit une interface sur la ligne de commande pour switcher d'une version à une autre. Et en fait, le déploiement, l'installation de Node.js se fait pendant le déploiement du projet sur les serveurs de prod. Ce qui paraît juste fou quand on vient du monde PHP. Mais en fait, ça marche. C'est-à-dire que dans les sources du projet, il y a un fichier qui indique la version de Node qui est nécessaire pour faire tourner le projet. Et au moment du déploiement, le binaire de Node est téléchargé et installé sur les serveurs, évidemment, quand il y a un changement de version. Ça nous a un peu étonné par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avec PHP. Et puis une documentation complète et à jour. Moi, je trouve que c'est vraiment un aspect important sur une techno. C'est un des aspects qui nous avait fait choisir PHP il y a très très longtemps. C'est aussi le cas de Node. Évidemment des points faibles également. Le plus gros point faible, on va dire, c'est que la programmation asynchrone est difficile à appréhender. Voilà, ça demande un temps d'adaptation avant d'être à l'aise avec ça. Il y a des outils. Nous, on a utilisé un module qui s'appelle Async pour éviter ce qu'on appelle le callback-L. Si vous faites un peu de veille sur Node, vous avez forcément entendu parler du callback-L. Il existe. Voilà, mais des outils comme Async permettent de l'éviter. Les promesses également qui permettront plus tard d'utiliser d'éviter l'utilisation des callbacks. Un deuxième point faible, en tout cas, voilà, c'est quelque chose avec lequel sur lequel on a dû s'adapter, c'est qu'on est en train vraiment d'écrire un serveur. Là où avec PHP, vous avez un environnement d'exécution qui est relancé à chaque requête. Avec Node.js, vous écrivez un serveur et votre serveur il est up et c'est lui qui répond aux requêtes. Et ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est que déjà il faut redémarrer le serveur sur les livraisons, un truc qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de faire avec PHP. La deuxième chose, c'est qu'il faut gérer les exceptions et plutôt bien les gérer parce qu'une exception qui n'est pas catchée, Node.js s'arrête et donc votre applicatif s'arrête. Mais c'est by design. Voilà, donc la bonne pratique, on va dire, c'est d'utiliser un process on, uncaught exception, d'appeler une callback, et nous ce qu'on fait c'est que dans cette callback, on log un message et on quitte le process pour avoir une sortie propre. Et par ailleurs, il y a des outils dans le monde Node, nous on utilise Supervisor, qui permettent derrière de relancer automatiquement le serveur.
c'est aussi superviser la mémoire. Je crois qu'on supervise tous la mémoire de nos serveurs, mais finalement on le regarde assez peu. Voilà, avec Node.js, on peut avoir des memory leaks, et là on est encore une fois sur un mode où on est dans un environnement de type serveur. Pour ceux qui viennent du monde de Java, ça doit sans doute un peu plus leur parler. Nous, on avait dans l'équipe plutôt, et moi-même, un bagage PHP, et en PHP, les memory leaks, ça arrive, mais c'est quand même extrêmement rare. Sur Node.js, c'est aussi rare, mais pour le coup, il faut vraiment les traiter, parce que votre serveur, s'il aurait démarré fréquemment sur des livraisons, à ce moment-là, ça peut éventuellement ne pas être un gros problème, mais un serveur qui tourne pendant des semaines ou des mois, il faut adresser ce problème. Voilà, et puis d'autres points faibles, on va dire, qui sont secondaires. Un écosystème qui reste immature, même s'il est en train d'être développé. Voilà, sur NPM.js, vous avez beaucoup de modules de bonne qualité, d'autres de moins bonne qualité. Quand on commence à développer avec Node, qui a déjà quelques années, on se dit des problématiques comme l'accès aux données, comme l'utilisation d'un ORM, ça paraît on a l'impression que c'est un problème qui a été retourné 50 milliards de fois dans toutes les technos. Il y a un ORM ou quelques ORM qui émergent, que ce soit dans le monde Java, dans le monde PHP. En Node, c'est pas encore le cas. Et donc en cours de projet, on a changé d'ORM. Le dernier, celui qu'on utilise actuellement, c'est Bookshelf. Même chose pour la gestion des WebSockets. Tout le monde parle de Socket.io, mais Socket.io a des défauts. Son plus gros défaut, c'est qu'il est quasiment pas maintenu. Et donc on est passé de Socket.io à notre projet, et puis finalement on a migré sur Primus. Voilà, Supervisor, je l'ai dit, pour gérer le serveur. Winston pour les logs. Voilà, finalement des problématiques bas niveau qu'on n'a pas l'habitude de se poser quand on est développeur PHP, des questions de gérer des process. Voilà, on fork des process dans Node. Ça rappelle des vieux souvenirs de cours en C ou en Unix où on forkait des process. Avec Node, on le fait, mais là encore une fois, il y a des modules qui permettent de faciliter la chose. On utilise Forky d'un développeur français qui a travaillé dans notre équipe. Voilà, quelle suite pour Node.js au monde.fr? Alors la suite pour Node.js au monde.fr, finalement, ça pourrait être la question de la refonte d'un site qui viendra a priori l'année prochaine. Et finalement, c'est une question qui se pose, qui est: est-ce que ce site sera une SPA ou pas? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les SPA publics, on a des problématiques de SEO, même si Google a annoncé au mois de mai qu'il savait crawler du JavaScript beaucoup mieux qu'auparavant. Voilà, moi j'ai besoin de le voir pour le croire, et ça on n'a pas pu l'expérimenter. Donc des questions de SEO qui sont adressées encore. Des performances des navigateurs mobiles sur JavaScript, en particulier quand on utilise un framework comme Angular qui ne sont pas des non-sujets, mais des sujets sur lesquels il faut travailler. Voilà. Et puis une autre question que je me pose, c'est finalement est-ce que le monde.fr est un site d'information ou une application d'information? Voilà, ça pose la question de la nature du web aussi, qui est voilà, des serveurs qui sont connectés entre eux par des hyperliens. À partir du moment où on redéveloppe le monde.fr en architecture SPA, on est sur un modèle un peu différent, et ça repose cette question de la nature du web. Donc j'ai envie de dire, si c'est début 2015, je pense qu'on ne sera pas sur une architecture SPA. Et à ce moment-là, la stack, ce sera plutôt une API pour accéder à nos données sous Node.js. Aujourd'hui, on en a une qui existe, qui est en PHP. On est en train de la redévelopper sous Node.js. Une génération de pages côté serveur, c'est du classique, donc une stack PHP avec des web components voilà, qui existaient dans le monde Xul, ça s'appelait des XBL. Ça revient aujourd'hui fortement avec voilà, des librairies comme Polymer ou autres. Il y a une implémentation chez Mozilla également. Voilà, les web components, c'est l'avenir.
Et puis, voilà, la question se pose aussi éventuellement pour plus tard. Et en vérité, j'en sais rien. J'ai vraiment aucune idée de l'architecture du site en 2016 ou plus tard. Mais il y a un outil pour ça quand on ne sait pas. C'est de faire des POC, évidemment. Donc on POCera sans doute une SPA publique qu'on donnera à Google, au moteur de recherche, qu'on testera avec des devices. Voilà, ça pourrait être le site web mobile. C'est un bon candidat pour nous, parce que le site web mobile, on a du trafic, mais on n'en a pas trop. Voilà, ce sera sans doute un projet de l'année prochaine pour être un peu mieux éclairé au moment de faire ces choix-là. Une conclusion. Première chose, j'ai envie de dire, voilà, c'est de pivoter autour de vos données quand vous avez à mettre en place une nouvelle stack. Ça fonctionne. On l'a expérimenté un certain nombre de fois. C'est un pattern qui est courant, que vous avez peut-être vu dans d'autres entreprises. Voilà, ça marche. C'est pratique. Voilà, nous, on l'a mis en place là sur ce projet, puis sur d'autres projets, c'était il y a quelques années, à l'époque de notre migration sur PHP. Voilà, ça fonctionne. Le deuxième message que j'avais envie de passer, c'est que vous êtes développeur avant d'être développeur PHP. Pour moi, c'est important de passer ce message-là. Je pense que la techno n'est qu'un outil. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser une image pour expliquer ça. C'est l'artiste qui peut utiliser un crayon, un pinceau, des feutres, tout ce que vous voulez, le côté de sa main dans une pub qu'on voit en ce moment. Finalement, voilà, s'il est un artiste, il saura faire de belles choses avec. J'ai envie de dire, si vous êtes un développeur, vous pourrez faire de belles choses, quelle que soit la techno que vous utilisez. Et donc le corollaire, c'est investissez pour apprendre d'autres technos. En particulier JavaScript. JavaScript, c'est la techno du web. Elle est, j'ai envie de dire, partout. Il y a très longtemps, on disait c'est Java qui est partout. Non, en fait, en vrai, c'est JavaScript qui est partout. J'ai envie de dire aussi, travaillez vos fondamentaux et posez-vous la question, qu'est-ce qui caractérise un très bon dev? Et c'est pas la peine de me poser la question tout à l'heure, j'y répondrai pas, parce que je pense qu'il faut vraiment que chacun se pose cette question-là. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, des billets sur des blogs qui parlent de ça. Posez-vous cette question, faites cette recherche. Troisième message, c'est Node.js est une excellente techno-serveur. Il faut le dire et le redire. C'est pas une question de hype. Il y a des presse qui ont été données, qui parlaient de Node.js, enfin qui dénigraient même, j'ai envie de dire, Node.js, en disant don't believe the hype. C'est pas une question de hype en fait. Node.js, c'est vraiment une excellente techno-serveur. Je l'ai dit tout à l'heure, une API, c'est de l'accès aux données, c'est un serveur, c'est du JSON. On peut, voilà, avec JavaScript, faire des belles choses et faire des beaux serveurs, des belles API. En particulier, voilà, les meilleurs cas d'usage pour moi de Node, c'est une SPA ou bien des problématiques de montée en charge qu'on n'a pas nécessairement eu, nous, sur le projet, parce que voilà, on a 350 journalistes. La montée en charge est un non-sujet quand on est sur ces ordres de grandeur. Ça l'est beaucoup plus quand on est à 150 000 utilisateurs en simultané. Mais voilà, Node.js est une bonne techno-serveur. Ça, c'est le message un autre des messages à retenir. Le quatrième message, c'est Node.js est prêt pour la production. Voilà, il y a des sites qui l'utilisent, je l'ai dit, Groupon. Et là, je parle de Front, le site web Groupon, est développé avec Node.js. D'ailleurs, je crois qu'ils ont Node.js partout chez eux. Uber est développé avec Node.js, voilà, PayPal, Walmart l'utilise, LinkedIn l'utilise sur son site mobile, New York Times l'utilise aux dernières nouvelles sur le site mobile, mais je pense qu'ils ont d'autres projets en interne sur Node.js. Il y a une thread sur Quora qui parle de ces références. Et on a quasiment terminé. Donc voilà, c'est la une que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Peut-être quand vous passerez devant un kiosque et que vous verrez une du Monde, vous penserez à cette conf. En tout cas, voilà, pensez que derrière, il y a de la techno. Il y a du Node.js, il y a du Postgres, il y a du Angular.
Il y a un des meilleurs CMS au monde qui ait jamais développé. Il y a une super belle équipe, et je le pense vraiment. Et je crois qu'on a des confrères qui sont d'ailleurs jaloux parce que les journalistes se parlent entre eux, ce qui est vraiment cool. Et il y a des confrères qui sont un peu jaloux de ce qu'on a fait, ce qui nous fait un peu plaisir. Et au passage, ils sont plus avancés que nous sur d'autres sujets, il faut être très clair. J'ai terminé. Merci. Bonjour. D'abord, merci pour le retour d'expérience. Merci. Ici. Ah, ça y est, je vous vois. Moi, j'ai une question par rapport à Postgre. Vous dites que vous utilisez Postgre. Déjà, pourquoi finalement Postgre parce qu'aujourd'hui, l'habitude, c'est plutôt MySQL, puis il y a plein d'autres bases. Et pourquoi pas du Mongo? Pourquoi? Alors, on s'est posé cette question au début du projet. J'ai pas insisté dessus parce que c'était pas le sujet de la conf, mais au début de l'été 2013, on s'est en effet posé cette question. Aujourd'hui, notre moteur de base de données sur le front, c'est Oracle. Voilà, c'est une des dernières techno propriétaires qui est dans notre stack. Moi, j'aime pas trop le propriétaire. Je me définis comme un artisan ou un partisan pragmatique du libre. Et j'avais très envie de pouvoir sortir Oracle. Et donc là, ce projet, c'était l'occasion de le faire. Et donc on a regardé différentes technos. On s'est posé la question de Mongo, on s'est posé la question de MySQL, on s'est posé la question de Postgres. On a regardé les références dans le monde, on a rencontré des utilisateurs, on a rencontré des sociétés qui pouvaient nous accompagner aussi sur le projet parce qu'on a un gros historique chez nous. Et donc voilà, changer le moteur de base de données, c'est vraiment un très gros projet, c'est le cœur du système d'information. Et donc on a regardé ces différents technos et on a eu un super contact avec une société qui fait de l'accompagnement sur Postgres. On a été complètement rassuré sur l'utilisation de Postgres, une des plus grosses utilisations de Postgres. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Skype. Toutes les données de Skype sont dans du Postgres, c'est une des plus grosses installs au monde. Une des deuxièmes plus grosses installs au monde, c'est Le Bon Coin. Leboncoin.fr que tout le monde connaît. Toutes les annonces du boncoin.fr sont dans du Postgres sur des serveurs qui sont juste, comment dire, c'est des monstres, quoi. Vous imaginez le plus gros serveur et vous multipliez par 4 et c'est les serveurs de base de données du Boncoin qui font tourner du Postgres et qui hébergent les annonces du Boncoin. Donc voilà, on avait un deuxième truc qui était de se dire on va avoir déjà pas mal de changements de techno sur le projet, donc on n'avait pas envie de sortir du modèle relationnel. On trouvait que c'était quand même un peu risqué de se lancer dans l'aventure Angular, Node, et puis un projet comme celui-là, là encore, c'était pas trop l'objet de la conf, j'ai pas insisté dessus, mais c'est un projet sur lequel on est très attendu. En fait, là, on parle de redévelopper le CMS qui permet chaque jour de sortir le journal, et on n'a pas le droit à l'erreur. En fait, si le journal ne sort pas, c'est une catastrophe industrielle pour le groupe et pour le titre. Donc on était prêt à prendre quelques risques sur le projet, mais pas à prendre tous les risques. Et on a préféré faire le choix d'une base de données relationnelle et de Postgres. Bonjour. Bonjour. Alors, je fais partie des fameux jaloux en fait dont vous parlez. Donc en fait j'ai une question qui m'interpelle en fait, c'est sur les API que vous avez fait en Node.js. Oui. Comment vous faites la liaison avec la base de données qui est en Postgre du coup? Ça se fait avec Bookshelf. Et sous Bookshelf, vous avez un module qui permet d'accéder aux données qui s'appelle Kinex. Sur notre GitHub, on a développé quelques modules pour Kinex, vous pourrez regarder. Okay. Mais voilà, l'accès aux données se fait avec Bookshelf et Kinex. C'est-à-dire que toutes vos requêtes, en fait, vous les faites côté Node.js. Vous n'avez pas d'applicatif, on va dire, de liaison entre l'API et votre cœur de métier. Okay. Non, le client Angular parle avec Node.js, Node.js parle avec Postgres. Ok. Bonjour. Bonjour. Ici. Moi, j'avais plutôt une question sur les développements. Oui. Je connais un petit peu Node.js pour avoir juste joué avec. Je ne connais pas l'état des outils, mais je sais que PHP est
très équipé pour débugger, pour aider le développeur. On met un breakpoint, on a un debugger pas à pas, il y a Xdebug, il y a beaucoup de choses de tooling qui est là pour à la fois les performances ou même juste les bugs. Je voulais savoir à quel point ça avait été... Est-ce que ça avait été compliqué, et si oui, à quel point de trouver des outils de debug, et est-ce qu'ils sont là? Alors ils sont là, ça existe. Vous avez des outils équivalents dans le monde de Node pour pouvoir faire du pas à pas, pour pouvoir faire des choses qu'on ne fait pas avec PHP, qui est d'aller, entre guillemets, introspecter le process. Les process, ça on le fait. Le module dont je parlais tout à l'heure, Forky, permet de le faire. On a une REPL avec Node.js et on peut aller introspecter, à condition d'avoir développé son serveur pour ça, introspecter le process et aller interroger des informations au niveau du process. Mais les outils sont là. Finalement, on n'a pas tellement eu besoin de les utiliser. Ça a été... non, ça n'a pas été nécessaire sur le projet, mais les outils existent. Ouais. De mémoire, il y a Node Inspector, il y a pas mal de choses. Sur NPM.js, vous les trouvez. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Ah, je vous... Tout d'abord, mes félicitations pour le travail que vous faites. Merci Donc, beaucoup. ma question est la suivante. Je En fait, qu'est-ce qui distingue votre CMS des CMS du marché, tels que Joomla ou WordPress? Il y a beaucoup de choses, en fait. Oui. Beaucoup de choses. D'un point de vue ergonomique, nous, tout ce qu'on a vu nous a pas nécessairement plu. Là, sur le projet, on a fait travailler un ergonome qui nous a permis de faire des écrans qui étaient je pense, simples à comprendre pour nos utilisateurs, sans vouloir dénigrer nos utilisateurs. Là encore, en fait, ça a été une découverte sur le projet, parce que finalement, au Monde Interactif, on avait l'habitude de travailler avec des journalistes web qui sont, on va dire, de notre culture. Sur le print, en fait, il y a d'autres types de journalistes, et vraiment, encore une fois, c'est sans dénigrer, mais qui n'ont pas la même approche de l'outil informatique, qui ne sont pas aussi à l'aise que nous devant un PC. Voilà, quand on avait étudié la façon dont le CMS Print à l'époque était utilisé, là je parle donc avant de lancer notre projet, on s'est rendu compte que les usages étaient multiples. Il y en avait certains qui écrivaient leur article dans Word et qui l'envoyaient par mail. Finalement, leur CMS était ça. Et on avait même vu certains qui écrivaient leur article dans Outlook directement et qui envoyaient ensuite l'article par mail, et d'autres personnes qui prenaient cet article-là pour le mettre dans le CMS. Bref, voilà, des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la technique. Et donc, on a fait travailler un ergonome. On a fait beaucoup de tests aussi avec eux pour être certain qu'on était sur la bonne voie, qu'on n'était pas en train de partir dans une mauvaise direction. Donc, il y a des tests qui se sont faits vraiment au fur et à mesure du projet. Là encore, je ne l'ai pas dit, mais on a eu une montée en charge très progressive sur le projet. On est parti d'un MVP qui était vraiment très simple, qui permettait juste d'écrire un article. Et on a rajouté des fonctionnalités dessus. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on livrait notre CMS aux différents services du journal pour avoir une montée en charge progressive d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue usage. Voilà, donc ça c'est, je pense, un des gros différenciateurs des CMS qu'on avait pu voir, qu'on avait étudié le sujet. Et puis après, ce qui fait la grosse différence pour moi, c'est de maîtriser son CMS, de maîtriser sa technique. Encore une fois, de pouvoir le faire évoluer dans la direction qu'on aura choisie, au rythme qu'on aura choisi. Et ça fait vraiment la différence. Merci. Merci. Merci beaucoup.